Bonjour Ilana, bonjour à tous. Merci beaucoup Christophe d'être avec nous. Vous étiez là effectivement quand Judith officiait dans ces beaux studios de Radio J. Alors on va revenir sur l'actualité, peut-être l'actualité qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux tout ce week-end. Ce sont ces propos de Thierry Ardisson. Gaza, c'est Auschwitz. Voilà, c'est ce qu'il a déclaré sur le plateau de Quelle Époque sur France 2 face à Léa Salamé, face à d'autres chroniqueurs qui n'ont pas du tout relevé, qui n'ont pas du tout émis une contradiction. Quelques jours après des tribunes publiées successivement par Delphine Orviller, par Anne Sinclair, notamment Gaza-Israël, aimer vraiment son prochain, ne plus se taire. C'était donc le titre de cette tribune publiée par Delphine Orviller. Est-ce que vous y voyez un lien d'abord, et je voulais un petit peu vous faire réagir globalement à ce qui s'est dit tout ce week-end. Le lien, c'est l'ambiance confuse de notre époque, où tous les mots semblent se valoir, où toutes les comparaisons semblent possibles, et évidemment, c'est une aberration. Mais je ne mets pas sur le même niveau la réflexion qui est menée d'un côté par des femmes comme Delphine Orviller ou Anne Sinclair et d'autres intellectuels sur la situation actuelle à Gaza, en Israël, et l'évolution qu'il faut donner au problème. Et puis de l'autre côté, évidemment, l'horreur, l'énormité, la provocation stupide de Thierry Ardisson. D'ailleurs, il n'a pas tardé à se répandre en excuses, se rendant compte de son énorme boulette. Alors Ardisson, c'est un personnage complexe, il y a un côté provocateur permanent, il aurait encore une émission de télé, il inviterait Kanye West pour son prochain disque, c'est évident. Et puis en même temps, il y a quelqu'un qui se pique de réfléchir sur les événements du monde. Et quand l'un rentre dans l'autre, eh bien ça donne des stupidités, des énormités. Mais il ne faut pas prendre ça à la légère. Si quelqu'un comme Ardisson se sent capable de dire ça dans une émission de grande écoute, en plus, sans être corrigé en plateau, c'est qu'il baigne dans l'impression qu'on peut dire ça. Une émission en plus qui est enregistrée. Ouais. Tout à fait, donc il y avait largement le temps d'intervenir. C'est-à-dire que ce processus profond, idéologique, de transformer la victime en bourreau, de transformer le juif en nazi, qui est un des angles d'attaque depuis toujours du Hamas, du Hezbollah, Mohamed Sifaoui le démontre dans son livre, et évidemment de tous les ennemis d'Israël, ce processus transformer le juif en nazi, eh bien ça arrive à pénétrer des esprits faibles jusqu'au plateau de télévision, avec la complicité ou la complaisance intellectuelle de tas de gens dans les milieux artistiques, journalistiques ou politiques. Ça, c'est une leçon à retenir. Nous sommes dans un bain idéologique actuel qui permet ce genre de dérapage. Donc il faut combattre, contrer, ne rien laisser passer. Ça a été le cas, encore une fois. Ceux qui sont vraiment dans le juste sont montés au créneau. On ne s'est pas dit laissons tomber les bras ballants, laissons passer ce genre d'énormité. Donc il y aura ce barrage intellectuel, démocratique. Bon, je pense qu'on pourra arrêter les horreurs et les débilités de ce genre. À côté, il y a le débat qui est très intéressant, qui est fondamental, autour des propos notamment de Delphine Orviller. Delphine Orviller considère que dans l'intérêt d'Israël, plus profondément d'ailleurs, dans l'intérêt du judaïsme, il ne faut pas continuer cette guerre. Il faut trouver d'autres moyens de libérer les otages et d'asseoir la sécurité et la stabilité d'Israël dans une recherche de paix où il y ait de la place pour les deux peuples. Et ça, c'est très important de dire cela à un moment où Netanyahou et son gouvernement font basculer la stratégie de guerre d'une légitimité incontestable, riposter au 7 octobre et libérer les otages, à une légitimité contestable. Quel est le projet ? Raser Gaza, occuper Gaza, chasser les Palestiniens ? On ne sait plus très bien entre les provocations idéologiques des uns, les propos des militaires et la volonté du gouvernement actuel, surtout, de durer. Alors justement, c'est l'occasion de parler de ce qui se passe en Israël brièvement avant d'évoquer les autres grands problèmes géopolitiques internationaux. Le Hamas qui a annoncé la libération du seul otage américano-israélien encore en vie, Idan Alexander, qui pourrait être libéré dans la journée. Des négociations qui sont menées entre les États-Unis et le Hamas, entre Donald Trump et le Hamas, sans Israël. Et c'est ce qu'on a vu récemment avec les Houthis du Yémen. Est-ce que ça doit être un motif d'inquiétude pour l'État hébreu, selon vous, Christophe ? Ça doit être une alerte pour le gouvernement. Il est en train de perdre le soutien automatique massif de Donald Trump. Non pas que Trump soit maintenant contre Israël ou contre Netanyahou, mais il court-circuite. Il fait avancer ses intérêts américains en négociant directement avec le Qatar, avec l'Égypte, avec le Hamas. Les États-Unis qui ne pensent qu'à eux-mêmes, Donald Trump qui ne pense qu'à ses intérêts politiques, électoraux, mais aussi économiques, est en train de court-circuiter Israël. Alors encore une fois, il n'est pas contre Netanyahou, contre le gouvernement, mais il fait une dérivation, et ça,
le gouvernement israélien devrait s'en inquiéter. Ce gouvernement israélien est en train de s'isoler dans la sphère mondiale, ce qui est très embêtant, dans la sphère de ses amis, c'est-à-dire des éternels amis d'Israël, ce qui est encore plus dangereux, et puis il est en train de s'isoler aussi dans la société israélienne. La volonté de continuer la guerre telle qu'elle est exprimée par le gouvernement actuel n'est plus majoritaire. Et là, ça construit une illégitimité du gouvernement actuel. Nous sommes en démocratie en Israël. Il y aura des élections un jour pour régler ce problème. Est-ce qu'on continue avec les mêmes ou est-ce qu'on change de majorité? Mais le délai jusqu'à ces élections est une espèce de fil suspendu au-dessus d'un vide bien dangereux. Alors la situation à Gaza a par ailleurs été aussi abordée par le nouveau pape hier depuis le balcon de la basilique Saint-Pierre. Léon XIV qui a appelé les grands du monde à arrêter la guerre devant une foule de plusieurs dizaines de milliers de personnes. Alors quel est justement peut-être l'impact géopolitique de l'élection de ce nouveau pape selon vous, Christophe? Ça sera un impact important. Il est jeune, il est américain mais aussi sud-américain avec des racines européennes. Il sera obligé de voyager, ça sera un pape diplomate, qu'il le veuille ou non. Et il doit passer derrière François, qui a flotté sur plusieurs dossiers. Léon XIV se veut le pape de toutes les paix. Il parle de Inde-Pakistan, il parle de Russie-Ukraine, il parle du Proche-Orient. Il va falloir qu'il s'occupe de tous ces dossiers. Sur le dossier du Proche-Orient, François a brillé par ses flottements, ses errances. Il n'a pas compris l'ampleur du 7 octobre. Il a été évidemment meurtri par les victimes civiles, mais il n'a pas compris la complexité de ce qui se passait à Gaza. Il a été dépassé par le problème. Eh bien, le pape Léon XIV doit s'engager sur ce terrain-là, Gaza, mais aussi le Liban, la Syrie, où il y a des minorités chrétiennes, avec beaucoup plus de réalisme et de lucidité. Honnêtement, sur le papier, il a tous les éléments pour être un grand pape diplomate. Intellectuellement, géopolitiquement, il est formé. Après, est-ce qu'il aura l'impact d'un Jean-Paul II vis-à-vis du bloc de l'Est ou d'un Paul VI qui avait signé Nostra Aetate en 65, reconnaissant le lien profond entre la chrétienté et la judéité? Ben ça, les mois qui viennent nous le diront. Il y a urgence de ce côté-là. Les premiers déplacements du pape Léon XIV seront importants. Peut-être ira-t-il en Turquie, où devait se rendre François pour le 1700e anniversaire du concile de Nicée, un moment très important de la théologie catholique. S'il va en Turquie pour parler du concile de Nicée, il pourra aussi parler de tous ces conflits, parce que la Turquie est impliquée en Syrie, elle va peut-être accueillir les pourparlers de paix Russie-Ukraine. La Turquie va être un lieu diplomatique très important. L'autre grand dossier international, c'est l'Ukraine. Évidemment, on en parle depuis des mois. Plusieurs ministres européens sont attendus aujourd'hui à Londres, Christophe, pour une réunion de défense. Alors peut-être que Volodymyr Zelensky va rencontrer aussi Vladimir Poutine. Alors à quoi s'attendre là dans les prochaines heures, les prochains jours, Christophe? Il faut s'attendre à des ruses de Vladimir Poutine. Évidemment, il ne veut pas signer la paix, il ne veut pas reconnaître qu'il a échoué à envahir l'Ukraine, il ne veut pas s'engager dans un processus de réparation. Poutine veut gagner du temps par un cessez-le-feu où l'on arrêterait de donner des armes à l'Ukraine et où la Russie, elle, pourrait se réorganiser, se réarmer, se renforcer pour l'offensive suivante. Bon, personne n'est dupe et donc nous n'allons pas laisser faire ça. Peut-être que l'on peut prendre Poutine à son propre piège et l'entraîner dans un processus irréversible de négociation, où certes, il obtiendrait des gains, parce que sur le terrain, la Russie a dominé les débats, même si elle n'a pas envahi l'Ukraine, mais où, diplomatiquement et où géopolitiquement, il perdrait la partie. Ça veut dire que commencerait après le déclin de Poutine, l'après-Poutine. La clé est du côté des Chinois. Le jour où les Chinois diront « vous ne reprendrez pas la guerre, vous cessez et vous essayez de maximiser votre profit », Poutine aura beaucoup de mal à réenclencher une logique d'offensive. L'opinion russe semble incapable de faire pression sur son leader, mais la Chine, et peut-être se sont-ils parlé, Xi Jinping et Poutine, le 9 mai à Moscou, la Chine, elle, est la clé. Est-ce que Trump et Xi Jinping sauront s'entendre assez pour co-gérer le dossier russe? Là encore, réponse dans quelques semaines ou quelques mois. La guerre en Ukraine, ce sera aussi au cœur des sujets abordés par le président de la République. Demain, une intervention télévisée attendue, une émission spéciale sur TF1, effectivement, ce mardi 13 mai. La guerre en Ukraine, la situation à Gaza, apparemment la remise en cause de l'ordre mondial. Alors, qu'est-ce qu'il faut attendre de la part du président de la République, selon vous, Christophe? Un gros chapitre international, en effet. D'abord parce que depuis l'élection de Trump, Macron a repris un peu du poil de la bête sur ces dossiers internationaux.
il devra être plus clair, si possible, sur ce qu'il veut faire en juin autour de cette reconnaissance d'un État palestinien en échange de la reconnaissance d'Israël par de nombreux pays arabes. Tout ça est resté très brumeux, très flou, très improvisé. Mais il doit dépasser le cadre international pour essayer d'expliquer aux Français à quoi vont servir les 2 années qui viennent. Est-ce qu'on réforme? Est-ce qu'on ne réforme pas? Est-ce qu'on s'entend ou pas? Est-ce que l'Assemblée est devenue un théâtre mort? Est-ce que le président va soumettre au peuple des référendums? Il en est de plus en plus question. L'Élysée parle même d'un référendum à choix multiples. Vous voyez, on aurait plusieurs questions sur le même bulletin, ce qui par ailleurs n'est pas valable juridiquement pour l'instant. Bref, on attend qu'il redonne la parole au peuple, sans dissolution si possible. On attend qu'il redonne du contenu aux 2 années qui restent. Et puis on attend que sur l'ordre mondial ou sur le désordre mondial, eh bien, il éclaircisse sa pensée parce qu'il a été très présent, Macron. On peut lui reconnaître ceci. Il bondit sur les dossiers. Il existe au niveau international, mais il aboutit rarement. Et puis au cœur de ce dossier international, il y a bien sûr l'Europe. L'Allemagne a un chancelier maintenant. Il faut aller très très vite dans la réinvention de l'Europe, une Europe de la sécurité et si possible une Europe de la prospérité. Très rapidement, Christophe, il nous reste moins d'1 minute. Le débat sur la fin de vie revient par ailleurs ce lundi à l'Assemblée nationale. Des députés entendent alerter sur le risque d'un recours par défaut à l'aide à mourir. Oui, c'est pourquoi que le gouvernement, dès ce premier jour, eh bien, veut rassurer, non, il n'y aura pas d'euthanasie, il n'y aura pas de facilitation excessive de l'aide à mourir, mais il faut un grand projet de société. Les anti-fin de vie, les anti-loi fin de vie ont multiplié les arguments vraiment de bas étage, comme soupçonner les pro-fin de vie de vouloir faire des économies. Il faut que le débat retrouve la dignité qu'il avait dans la Convention citoyenne. Honnêtement, Olivier Falorni a mené avec un grand talent, une grande hauteur de vue ces débats. Il ne faut pas que le débat parlementaire gâche cela par des batailles politiciennes de bas étage. Eh bien, merci beaucoup Christophe Barbier. Merci pour ces explications. On vous retrouvera demain matin, évidemment, sur Radio J. Est-ce qu'on a déjà d'ailleurs l'invité de demain matin? Est-ce que j'ai le nom de l'invité de demain de Christophe? Il viendra nous parler de son livre sur l'économie et évidemment de son avenir politique. Alors vous avez dit, parce qu'on ne vous a pas entendu, ça a coupé, Lucie Castet, ancienne candidate du NFP effectivement à Matignon. Merci beaucoup Christophe, je vous dis à demain. Radio J, retrouvez le Barbier.